Le naufrage du bateau Le Joola commémoré ce 26 septembre. Près de 1900 personnes ont perdu la vie au large de la Gambie. 22 ans après, la douleur reste vive chez les familles des victimes qui continuent de réclamer justice et le renflouement de l'épave du bateau. À Ziguinchor, une cérémonie officielle au Mémorial Musée qui va d'ailleurs donc lancer ses activités. La cérémonie est prévue à l'instant. Nous serons en direct avec notre correspondant Lamine Ba. Les fortes pluies s'abattent depuis hier sur la majeure partie du pays. Il pleut à l'instant à Dakar et à Keur-Massar. Les quartiers Kamibas, Pénitence, Boune, entre autres, sont sous les eaux. Rufisque également inondé. À Touba, les fortes pluies ont fait remonter le niveau de l'eau dans les quartiers déjà inondés. Nous ferons le point dans ce 12 heures. En politique législative de novembre 2024, Cheikh Diam, récemment limogé de l'ONAS, va soutenir la liste de PASTEF. C'est également le cas pour Mamboy Diao, parmi les dignitaires de l'ancien régime dirigé par Macky Sall. Un soutien sans condition, selon un des responsables du parti du maire de Kolda que vous entendrez à l'instant au siège donc de la DGE. On procède au tirage au sort de l'ordre de passage pour le dépôt de liste de candidature. À suivre dans la seconde partie du grand journal, la page internationale avec Boubacar Dian. Malal Junior Diagne va nous rejoindre pour les sports. La revue de presse et point de vue sur les inondations qui touchent plusieurs localités du pays. À la mise en onde, Aliouba et au digital Maïsambaye. Bonjour et bienvenue. La plupart des régions du Sénégal fortement arrosées par des pluies diluviennes depuis hier nuit donc et ce matin. Selon l'ANACIM, ces précipitations vont se poursuivre ce jeudi sur la façade ouest du pays entre Ziguinchor et Mbour. Il pleut d'ailleurs à l'instant à Dakar. Les fortes pluies qui se sont abattues donc hier ont inondé plusieurs quartiers de Keur-Massar. C'est le cas à Boune, Cité Kamibas, Pénitence et Darussalam Extension. À Aïnoumadi également, il y a les inondations malgré les ouvrages qui ont été réalisés dans le cadre du projet 2, nous dit Aminata Ba qui a fait un tour ce matin. Voici son reportage. Ces habitants de Darussalam, extension de Keur-Massar Nord, se sont réveillés encore sous les eaux pluviales. Mais la situation est pire que celle des années précédentes. Les habitations sont toutes inondées. Pape Samba est également un sinistré. Il n'a même plus accès à son domicile. Nous vivons ici dans des conditions très difficiles, surtout pendant l'hivernage. Les eaux de pluie ont envahi ma maison et celle de mon voisin. Je peux même dire tout le quartier. Après Keur-Massar Nord, cap sur Aïnoumadi 1, la cité des enseignants de Keur-Massar Sud. Ici, c'est le désespoir total qui anime les habitants. Les eaux pluviales ont occupé tout le quartier. Et ce, malgré les ouvrages d'assainissement aménagés dans cette zone. Léopold Boubacar Senghor est le délégué du quartier. La rue est remplie d'eau. Certaines maisons également en ont pris. Et c'est tout à fait dommage parce que nous fondions notre espoir sur les travaux qui ont été réalisés au cours de cette année en termes de canalisation. Beaucoup de canaux ont été enfouis, des regards construits, mais voilà que cet espoir s'effondre d'un seul coup. Et nous demandons vraiment des explications par rapport à l'inopérationnalité de ces ouvrages qui ont été réalisés. Les populations sont désemparées, d'autant plus désemparées et qu'elles ne s'attendaient vraiment pas à vivre cette situation. Dans les quartiers comme Kamilbas, unité 3 des parcelles assainies de Keur-Massar Sud, Boune et la commune de Djaraï parcelles assainies, les habitants attendent les secours des autorités gouvernementales et locales pour l'évacuation d'urgence des eaux pluviales. Aminata Ba, Keur-Massar, Radio Média. Aminata Ba à Rufisque également, plusieurs quartiers et cités sous les eaux. Abdiouf Diagne a fait le tour ce matin. Il a rencontré des sinistrés désemparés. Rufisque,
Les fortes pluies ont fait des dégâts dans beaucoup de quartiers. À Diamaguène, dans la commune de Rufisque Nord, certains habitants ont quitté leur maison pour chercher refuge chez les voisins. Même situation à Castor, Dango Missira et Koloban Guimorite. Au quartier Fass Noflaye, derrière Mosquée Samsemboup, dans la commune de Rufisque Nord, les résidents décrivent une situation catastrophique. Serfaï. Pratiquement, on a passé la belle nuit dehors à cause d'un voisin qui a barré la voie normale où l'eau passait. Ça fait 3 ans. Chaque fois que l'hivernage arrive, on alertait en tout cas l'autorité administrative, à savoir le sous-préfet. Mais jusqu'à présent, ils ne peuvent pas régler le problème. Vraiment, ça nous cause des dégâts. Le constat est le même à la cité Cyprès, dans la commune de Rufisque Ouest. Les cités situées dans la commune de Sangalkam ne sont pas aussi épargnées par les fortes pluies. Maïssa Mbaye, vice-président du collectif des résidents de la cité HLM Korosol de Ndiakhirat. Actuellement, nous vivons de terribles inondations dans notre cité. C'est pourquoi nous faisons un appel solennel à la SNHLM afin qu'elle fasse expressément des travaux d'assainissement et de voirie pour régler au plus vite notre problème. Les victimes qui utilisent actuellement les moyens du bord sollicitent l'assistance des autorités et des bonnes volontés pour sortir de cette situation de détresse. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, nous apprenons également que le trafic est perturbé dans le sens Dakar vers AIBD sur l'autoroute à péage, donc aux conséquences des intempéries. Le trafic est perturbé notamment entre Rufisque et Keur Ndiaye Lo. La sortie 10 de Keur Ndiaye Lo est impraticable. Afin donc de poursuivre le trajet, l'Eiffage donc qui conseille à ses usagers donc de sortir vers Keur Massar, la sortie 8, ou Zakmbao, la sortie 9. Sur la VDN également, il y a des problèmes de mobilité, des problèmes qui se posent également dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise. Selon Babacar Mbaye Garaf, qui a témoigné tout à l'heure au micro de Awa Mbaye. Le décor est partout le même. Route impraticable, infrastructure communautaire infréquentable, inaccessible même. Je suis présentement sur la VDN 3 où il y a un réel problème de mobilité. Les eaux ne laissent aucune chance aux usagers de traverser tranquillement cette VDN. L'entrée de Malika, le rond-point Gadaï, le niveau du tribunal. Il y a urgence vraiment à envoyer les sapeurs-pompiers pour évacuer ces eaux. Il en est de même pour la corniche, notamment à Amokat, l'avenue Serigne Saliou, cité Trésor, cité Sones, pour ne citer que cela. Mais au-delà de ce constat, il y a lieu de s'interroger pourquoi ces inondations cette année-ci. Dans un contexte où le DG, l'ex-DG de la Sones, apporte des accusations graves sur une mafia à l'ONAS, mafia consistant à encaisser l'argent des opérations pré-hivernales sans réellement opérer aux travaux de curage des canaux, écrêtage des bassins et foucoudrage de ces bassins-là. Cela veut dire encore une fois qu'il est urgent, plus que urgent, de se pencher sur la question de gestion des inondations au Sénégal, qui ne sont pas une fatalité, mais qui ne connaissent pas encore une considération et un travail sérieux. Nous quittons Dakar pour Touba. Après une brève accalmie, certains quartiers de Touba se retrouvent à nouveau submergés par les eaux suite donc aux fortes pluies qui sont en train de s'abattre sur le Sénégal. Des rues et des maisons envahies par les eaux. Les habitants dans une situation de détresse. Pape Mbaye Diao est allé à leur rencontre ce matin. En dame, 2 enfants avancent prudemment sur les briques placées devant leur maison, tentant d'éviter les eaux stagnantes qui envahissent leur quartier. Serigne Sam, habitant de ce quartier, partage la même réalité que ses voisins. À chaque pluie, le quartier est inondé. Plusieurs familles ont dû quitter leur maison depuis le début de l'hivernage. Même pour entrer dans nos maisons, c'est un problème à cause de l'eau. En Guiranen, la situation n'est guère différente. Ici, plusieurs familles vivent les pieds dans l'eau. Elles attendent toujours de l'aide des autorités. Mohamed Diaw, habitant du quartier, s'en désole. Le niveau de l'eau avait baissé, mais actuellement les pluies continuent d'envahir notre quartier. On a déjà fait un recensement des impactés. Il faut que les autorités apportent les aides le plus rapidement possible. Les populations sont fatiguées. À Darumarnan, l'eau du Marigot, située à proximité du marché Khelkom, continue de déborder et inonde les rues et les maisons du quartier. Il y a
a un marigot dans le quartier. À chaque pluie, les eaux débordent et envahissent les habitations. Nous avons alerté les autorités de la situation, mais elles n'ont pris aucune décision. Après une accalmie de quelques jours, la pluie d'hier a fait revenir les inondations dans certaines voies et habitations dans la ville sainte. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Nous avons joint le directeur de la gestion et de la prévention des inondations qui dit être actuellement sur le terrain, Madické Cissé, qui promet donc de faire prochainement le point sur les solutions apportées par l'État pour soulager ces populations dont les maisons donc sont inondées par les eaux de pluie. La pluie qui inonde plusieurs quartiers du Sénégal. Dans ce contexte, donc, il y a l'insalubrité également qui inquiète au marché central de Mbour. Le conseil départemental au chevet des commerçants en leur dotant donc de camions et d'une équipe pour nettoyer le site, occasion saisie par les concernés pour demander le renforcement de l'équipe de nettoyage. Le compte rendu de Ndeye Mati Djenga. Le cri du cœur des marchands ambulants du marché central de Mbour, dénonçant l'insalubrité de leur lieu de travail, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le conseil départemental de Mbour a réagi. Massour Diaye, chargé du social. Les commerçants nous ont fait part de leurs inquiétudes car ce lieu était inaccessible à cause des eaux de pluie. Suite à cela, nous avons remonté l'information au niveau du président du conseil départemental, Salou Samb, qui a aussitôt réagi en nous donnant des instructions pour venir en aide aux commerçants et marchands ambulants. Comme vous le voyez, nous avons nettoyé les lieux avant d'y mettre le béton offert par le conseil départemental. Les commerçants saluent le geste et lancent un appel aux autres autorités. Abdouba Kenya, président de l'Union des petits commerçants et marchands ambulants de Mbour. Hier, cette situation était très grave. Personne ne pouvait accéder au marché, mais aujourd'hui, avec l'appui du président du conseil départemental et son groupe, il nous a amené des camions de béton. Ces commerçants veulent aussi que l'équipe de nettoyage du marché soit renforcée, mais aussi le matériel pour une bonne gestion des ordures. Il y a une équipe qui vient, mais toujours les ordures restent. Raison pour laquelle on lance un appel solennel à M. le maire Saint-Sal qu'il puisse renforcer cette équipe-là pour évacuer toutes les ordures des marchés. Parce qu'on a besoin des bacs qui peuvent contenir les ordures pour qu'on puisse mettre le marché dans les meilleures conditions. Des Matidjeng, Bourg, Radio Futur Média. Il est 12h passé de 12 minutes au quartier Boudodi et quartier Escale de Ziguinchor. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Le 26 septembre 2002, un souvenir douloureux pour le Sénégal qui a perdu près de 1900 personnes suite au chavirement du bateau Le Joola qui faisait la navette entre Ziguinchor et Dakar. La cérémonie officielle de commémoration qui se tient à l'instant au tout nouveau mémorial musée situé au port de Ziguinchor. Nous retrouvons notre correspondant permanent, Lamine Ba. Bonjour. Bonjour Youssouf. Alors, est-ce que la cérémonie a démarré? Pas encore. Pour la première, pour cette année, la particularité réside justement dans le retard noté dans le démarrage donc de la cérémonie officielle en dépit du fait que la mise en place est déjà terminée. Vous l'avez rappelé que cette cérémonie se tient cette année au niveau du musée mémorial Le Joola, dans les locaux du musée mémorial Le Joola, où sont exposés, je le rappelle, des objets tirés donc de l'épave, dont les hélices et autres objets pour l'instant recouverts en attendant que ces objets soient dévoilés par la délégation gouvernementale qui, je le rappelle, est arrivée ce matin. Donc ça peut se comprendre, Youssouf, parce qu'il pleut sur Ziguinchor depuis le matin. Certainement, ça a dû retarder le vol qui transportait cette délégation gouvernementale. Alors, je rappelle qu'elle est composée du ministre de l'Intérieur, donc du ministre du Travail, Yankouba Diémé, d'Olivier Boukal également, du ministre de la Fonction publique, mais également du ministre de la Culture qui est déjà là depuis hier. Donc autant de membres du gouvernement qui sont venus donc participer à la commémoration de cette édition toute particulière, comme on le dit, qui a pris possession du nouveau cadre du musée mémorial Le Joola. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les discours qui vont être les messages qui vont être délivrés lors des communications donc des différents membres du gouvernement, mais également de l'Association nationale des familles des victimes. Merci beaucoup Lamine Ba, en direct du mémorial musée Le Joola au niveau du port de Ziguinchor. 22 ans après ce terrible accident, les familles des victimes continuent de réclamer justice. Les différentes associations veulent aussi le renflouement de l'épave du bateau qui a chaviré au large de la Gambie, entre autres revendications pour lesquelles les familles espèrent une solution du nouveau régime.
Le porte-parole du comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée Lodjola, Samsidine Aïdara, qui lui-même a perdu 4 de ses frères et sœurs dans ce naufrage, il est interrogé par Boubacar Dian. Les points sur lesquels il y a le plus d'avancées, c'est les points concernant, disons, les orphelins, moyennement. Le mémorial musée, surtout avec cette année, celui de Ziguinchor qui va être ouvert au public à partir d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande avancée, mais on rappelle également qu'il y a beaucoup de choses qui restent, notamment la discussion primordiale autour du contenu, mais également aussi la réplique à Dakar, car c'était un projet en 2 phases, avec une première phase avec la construction à Ziguinchor et la deuxième qui est la réplique ici à Dakar. Nous avons subi un choc depuis lors. Par exemple, il y a 2 ans de cela, les craintes fondées des familles de victimes se sont confirmées avec la plongée qui a été faite, l'extraction de certains objets personnels à l'insu des familles de victimes. C'était un manque de respect total par rapport à ces gens-là. Et c'est normal qu'on demande toujours le renflouement et que nos proches soient enterrés dignement. C'est comme si on avait violé leur sépulture et un bateau n'est pas fait pour être un cimetière. C'est inadmissible, c'est totalement impensable dans la société dans laquelle nous vivons. Donc c'est des points sur lesquels aujourd'hui nous attendons le gouvernement actuel avec un grand espoir, car il y a un intérêt manifeste qui a été affiché, manifesté par la volonté du Premier ministre d'assister à la cérémonie de Ziguinchor, ce qui est quelque chose qui fait plaisir à toutes les familles de victimes. On a espoir qu'enfin on aura une oreille attentive de la part des plus hautes autorités de ce pays. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Direction la région de Thiès, Ndiaraté-Gateigne, commune de Mérina Dakhar. Là-bas, les jeunes de 7 villages réclament la réhabilitation de la route Méré-Pérès, de même que des infrastructures sanitaires. La localité n'a ni case de santé, ni poste de santé. Le reportage de Cheikh Anta Diop. Gateigne, située dans la commune de Mérina Dakhar, cette localité polarise plus de 7 villages. Les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se faire soigner. Gateigne et villages environnants ne disposent toujours pas d'infrastructures sanitaires. La localité n'a ni case de santé, ni poste de santé. Ibrahim Ayad, leur porte-parole. Vous savez, Gateigne regorge beaucoup de ressources humaines. On l'a toujours réclamé. Parce que vous savez, nous sommes 7 villages réunis ici. Et pratiquement, il n'y a pas une seule case de santé. Si vous voyez les habitants, pratiquement, tu peux compter plus de 22 000 habitants sans poste de santé, sans rien. Nous voulons que le gouvernement actuel prenne les doléances de cette commune. Le bitumage de la route Méré-Pérès-Thielmaha, cette vieille doléance refait surface. Les populations de cette localité interpellent les nouvelles autorités sur cette problématique. L'état désastreux de cette route, depuis pratiquement 4 ans, il est resté en rade. On note beaucoup d'accidents ici. D'ailleurs, sur le randonnée qu'on avait organisé après la Tabaski, il y en a même des mouvements qui sont organisés, des marches et de suite. Mais jusqu'à présent, rien. Nous lançons un appel solennel à Mouché El Malik Ndiaye de faire de cette route une bonne route. Toutes ces doléances ont été soulevées à l'occasion de la finale navétane jouée à Ndiaraté-Gateigne. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Kaffrine, le village de Fastienen est dépourvu d'infrastructures de base, des conditions de vie difficiles pour les habitants de ce village situé dans la commune de Daruminam 2. Ils interpellent les autorités et veulent également une solution pour une meilleure qualité de vie. Ndeye Aobey. Composé de plus de 800 personnes, dont un daara de 400 talibés, Fastienen, situé à 7 km de la commune de Daruminam 2, département de Malem Hodar, manque encore du minimum nécessaire pour se développer. Ici, les habitants sont dans le désarroi. Massamba Diouf. Il n'y a ni eau, ni poste de santé, ni électricité. Les enfants se lèvent à 4 h du matin pour apprendre avec du bois, tout simplement. Et ces enfants-là, souvent, ils tombent malades. Les femmes ne sont pas en reste, elles mettent sur la table leurs doléances. Sorna Ourey Gueye. On parcourt presque 7
km avec une charrette pour accoucher ou même se soigner. Les routes sont aussi impraticables pour nous les femmes. Nous déplorons vraiment cette situation. Les habitants de cette localité se sentent laissés à eux-mêmes. En saison sèche, on se déplace à charrette pour faire 5 à 7 km pour pouvoir se procurer à nous. Le village mérite un forage. Les autorités sont donc invitées à prendre les mesures pour remédier aux insuffisances d'infrastructures sociales de base dont souffre Fass Thiénène depuis plusieurs années. Nous lançons un appel à notre président de la République, à M. Ousmane Sonko et son gouvernement, les bonnes volontés, les partis partenaires techniques et financiers, vraiment de venir nous soutenir pour que ce village puisse au moins améliorer. Radio Futur Média. Nous quittons donc Kaffrine pour Fatick. Avec ce 27 septembre, c'est célébré la journée mondiale du tourisme, un secteur qui rencontre des difficultés qui sont à l'origine de la fermeture de réceptifs. Pour apporter des solutions, les acteurs se mobilisent. Ils sont réunis dans la région de Fatick pour transmettre leurs doléances à l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme et à la SAPCO. Aminata Goudjabi. Le Sine Saloum, l'une des destinations préférées des touristes. Pourtant, le secteur fait face à beaucoup de problèmes. Des hôtels et autres campements sont même fermés dans les départements de Fatick et de Foundiougne pour diverses raisons. Boligay, président de l'association Compact Yatal, appelle à une mobilisation des acteurs pour un redressement du secteur. Il y a un manque notoire de promotion dans les zones touristiques des régions. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour corriger ces imperfections. Et il faut que aussi les acteurs se l'approprient, qu'ils viennent dans les rencontres, demander ce qu'il y a lieu de faire par rapport à tel ou tel projet touristique. La chaîne de valeur touristique est large. Plusieurs autres activités y trouvent leur compte. Il faut donc réfléchir à mieux développer le secteur. Que ce soit le pêcheur, que ce soit le marchand de légumes, la chaîne de valeur doit maintenant s'élargir dans toutes les 6 pôles touristiques du Sénégal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons accompagner le ministère du Tourisme à mettre en place une synergie d'action. Quand on parle de synergie d'action, on voudrait que les Sénégalais soient des entrepreneurs touristiques, au lieu que les étrangers viennent à chaque fois implanter des sites touristiques. L'association Compact Yatal et d'autres organisations vont célébrer la journée mondiale du tourisme à Fatick. Promoteurs touristiques, gérants, entre autres acteurs, auront l'occasion d'étaler les difficultés et de proposer des solutions. Boligay. Il faudrait que dans le cadre même de l'animation de ces régions, qu'on puisse en profiter pour dire aux ayants droit, prenez les choses en main, parce que l'État ne peut qu'accompagner. Donc c'est les acteurs qui doivent faire le reste à la base. L'aspect promotionnel revient à la base. Conférences, panels et excursions font également partie de l'agenda de la journée. Les potentialités touristiques de la région de Fatick vont être exposées aux invités. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. L'actualité politique reste dominée par les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. La Direction générale des élections procède à l'instant au tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage pour le dépôt des dossiers de candidature. Dépôt prévu du samedi 28 à 8h au dimanche 29 septembre à minuit. L'heure est aux alliances et Mamboy Diao et Cheikh Dian, ancien directeur de l'ONAS, décident donc de soutenir la liste PASTEF pour la coalition Diao 2024. Il n'y a pas de calcul ni de conditions. Mamboy Diao a juste suivi sa logique et veut une majorité écrasante pour le président Bassirou Diomaye Faye afin de bâtir un Sénégal émergent. Salimata Ao. La coalition Diao 2024 menée par Mamboy Diao a officiellement annoncé son soutien à la liste du parti PASTEF. Dans un communiqué, elle a précisé que ce choix est en adéquation avec l'engagement pris lors de la présidentielle. Massène Papagay, mandataire de la dite coalition. D'abord, on partage le même programme de société parce que le président El Hadji Mamadou Diao avait présenté lors de la présidentielle un projet de société intitulé Jubanti Sénégal qui vise à bâtir un nouveau Sénégal et à favoriser la réconciliation des Sénégalais. Le régime en place opte pour la même chose, mais il y a des difficultés parce que tout simplement, ils n'ont pas de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et quand on donne à quelqu'un le levier exécutif et qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il a des difficultés pour opérer des changements. Et en toute logique et conformément à notre démarche de rupture, la coalition Diao 2024 a demandé à ses militants de voter pour PASTEF. Ces élections coïncident avec la reddition des comptes. Pour le mandataire de Diao 2024, c'est un soutien sans condition ni calcul. On ne peut plus retourner à l'APR, on ne peut pas soutenir Amadouba parce que nous avons combattu sa candidature, donc nous avons logiquement choisi le bon camp
pour opérer des changements. Maintenant, si les Sénégalais, si après avoir donné la majorité au président Bassirou Diomaye Faye, s'il n'opère pas ces ruptures-là, les Sénégalais vont le sanctionner négativement en 2029. S'il fait un bon travail, nous allons continuer à le soutenir. L'ancien DG de l'ONAS, Cheikh Dieng, a aussi réaffirmé son ancrage dans la coalition Diomaye. Malgré les récents événements, il a appelé à l'unité et à l'efficacité pour faire triompher PASTEF pour ces législatives anticipées du 17 novembre. RFM. L'actualité internationale. À 12h passées de 25 minutes, nous recevons Boubacar Dieng. Bonjour. Bonjour Youssouf, bonjour à tous. Direction la RDC où Human Rights Watch accuse le M23 d'avoir bombardé sans discernement des camps de déplacés. Ces camps déplacés qui ont été bombardés se trouvent autour de Goma, la capitale du Nord Kivu. Et selon Human Rights Watch, c'est la 5e fois depuis la prise de Saké par les M23 que des tirs d'artillerie et de roquettes touchent des camps déplacés ou même des zones densément peuplées autour de Goma. Les précisions avec Fama John. Des roquettes ont touché des camps de déplacés à 15 km à l'ouest de Goma. Les tirs proviennent, affirme l'ONG, d'une position de l'armée rwandaise et du M23. L'attaque avait fait au moins 17 morts, dont 15 enfants. Quelques semaines plus tôt, le 2 février, c'est une roquette attribuée aux forces rwandaises et au M23 qui est tombée à moins de 100 mètres d'une école primaire, selon toujours le rapport de Human Rights Watch. L'organisation pointe ainsi la responsabilité de l'armée congolaise qui, en positionnant son artillerie à proximité des camps, expose les civils aux tirs de représailles. Le rapport documente également une longue série d'exactions attribuées à l'armée congolaise au Wazalendo à l'intérieur des camps de déplacés. Meurtres, tortures, exécutions sommaires et d'autres cas de viol. En août, Médecins sans frontières avait déclaré que plus d'une jeune femme sur 10 dans les camps à Goma et dans les environs avait signalé avoir été violée entre novembre 2023 et avril 2024. Ce chiffre pouvant atteindre 17% dans certains camps. Fama Diono et au Bénin, une tentative de déstabilisation du président Talon aurait été déjouée, c'est selon les autorités. Face à la presse, Mario Metonou déclare qu'un coup d'État en préparation a été déjoué au Bénin contre le président Patrice Talon et ses renversements, à en croire le procureur de la République, devaient être perpétrés dans la journée du 27 septembre. 3 personnes ont été arrêtées. Il s'agit de l'homme d'affaires Olivier Boko, de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine Dimon Dieudonné Tevo et Djedre. Quelques jours plus tôt, je le rappelle, les avocats de maître Monsieur Omeki dénonçaient par ailleurs l'arrestation de leur client ainsi que la perquisition de son domicile. Au Liban, Israël qui fait le pari d'anéantir le Hezbollah. Benjamin Netanyahou a même demandé à son armée de poursuivre les combats avec toute la force nécessaire. La France, les États-Unis, suivis de près par les pays occidentaux et les pays arabes, ont même appelé à un cessez-le-feu temporaire de 21 jours à l'occasion d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et pas plus tard qu'hier, les frappes israéliennes ont fait 72 morts au Liban et près de 400 personnes ont été blessées. Et pour finir, au Japon, Iwaiko Akamada, acquitté à 88 ans après avoir passé 46 ans dans le couloir de la mort. Cet ancien boxeur avait été condamné à la peine capitale en 1968 pour le meurtre d'une famille de 4 personnes. En 2014, il avait été libéré après avoir passé tout ce temps en prison et un tribunal avait même soupçonné quelques irrégularités dans sa culpabilité. Aujourd'hui, le tribunal de Shizuoka déclare Iwao Akamada innocent et ses avocats appellent à une réforme du système judiciaire japonais. Youssouf, c'en est tout pour cette page internationale. Merci beaucoup, Boubacar. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous allons faire le point sur les inondations qui touchent plusieurs localités du Sénégal, notamment Dakar. Nous aurons en ligne Aboubacar Badiane, conseiller municipal à Keur Massar, président du collectif Zéro Inondation, mais aussi notre confrère Moussa Thiam, journaliste coordonnateur du cadre de réflexion des journalistes sur l'hygiène, l'eau et assainissement du Sénégal. RFM Sport.
Nous accueillons Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Youssouf. Nous parlons d'abord football avec le sélectionneur des moins de 20 ans qui salue la qualification de son équipe. La qualification de l'équipe nationale du Sénégal du U20 en finale du tournoi de l'UFOA, mais également pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dont ils pourront défendre les couleurs et le titre de champion d'Afrique. Serigne Salou Dia estime que tout le mérite revient à ces joueurs qui sont engagés, appliqués et décidés à ramener cette double qualification au Sénégal. Serigne Salou Dia que nous avons joint ce matin. On regarde ça, après on félicite ces joueurs. Je pense que le mérite les revient. Voilà, ils avaient envie d'aller en finale. Voilà, ce qui fait que le premier objectif était là, c'était d'aller en finale pour se qualifier à la Coupe d'Afrique. Je pense que le Sénégal est détendu du trophée. On ne pouvait pas imaginer une Coupe d'Afrique sans le Sénégal. Et je pense que c'était la d'esprit qui les a animés, voilà, qui les a motivés. Et dans le terrain, on voyait des gens des garçons qui avaient faim, des garçons qui avaient envie de jouer, voilà, de faire de belles performances. Et ce n'avait pas été facile parce que c'était une place qualificative pour la Coupe d'Afrique. Donc c'était important, voilà, d'être très patient, voilà, de mettre beaucoup d'intensité dans le jeu. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait et c'est ça qui fait qu'en fin de partie on a eu ce penalty et ce but. Donc voilà, maintenant il faut les féliciter, il faut encore les pousser à aller au bout. On n'a pas le droit de s'arrêter en si bon chemin. Et je pense que là on se prépare pour ça. Le dernier obstacle reste la finale. Ce sera face à l'équipe de la Sierra Leone qui a battu 3-0 l'équipe de la Gambie alors que les Sénégalais ont disposé hier de l'équipe de la Guinée-Conakry 2-0. Nous parlons de basketball avec la fraude sur l'âge. Le DTN qui approuve l'instauration par la FIBA de tests IRM. Selon Raoul Toupane, c'est une très bonne manière pour mettre fin à cette fraude et permettre aux jeunes réellement âgés entre 18 et 20 ans de pouvoir s'exprimer entre eux afin que le meilleur gagne. Raoul Toupane estime également que c'est un pan ouvert pour permettre la progression normale des jeunes talents vers les équipes seniors. Raoul Toupane que nous écoutons. L'instauration de l'IRM est une proposition qui se fait de plus en plus insistante dans la compétition des jeux. Parce que face aux suspicions de fraude généralisée, renforcées par les carrières exceptionnelles de certains joueurs qui sont maintenant devenus la norme, pousse les responsables à réfléchir dans la réglementation de cette compétition. Parce que la finalité de cette compétition, c'est de promouvoir les jeunes, de les aider à avoir une compétition pour accéder aux catégories supérieures. Si vous investissez sur des personnes déjà âgées, c'est un investissement à perte. Donc c'est ça l'objectif final, et de donner une égalité de chance à tous les jeunes, de compétir avec des jeunes de leur âge et de leur permettre de progresser. C'est ça le but de cette compétition des jeunes. Les objectifs de ces compétitions, c'est de permettre aux jeunes de progresser et de préparer la relève. Vous avez vu, nous avons des exemples patents là-dedans. La dernière compétition des U18, nous avons Ousmane Ndiaye qui était dans les 5 majeurs. Après cette compétition, il a rejoint automatiquement l'équipe senior A, où il est même dans le 5 majeur. Donc c'est ça l'objectif. En plus de cela, en plus de ce cas spécifique, nous avons eu Khalifa Diop dans les compétitions précédentes et Ibou Dianko Badji. Chez les filles, nous avons eu beaucoup de filles. Exemple, les Sabou Gueye, les Yassine Diop, qui ont été dans des compétitions dans les catégories juniors, ont rejoint automatiquement les équipes seniors. Donc c'est ça l'objectif des compétitions jeunes, c'est de préparer la relève. Vu que le sport est à l'antenne Bodian, on va faire du temps additionnel dans le journal. Allez-y. Avec l'Europa League, avec la suite de la première journée, Fenerbahçe qui joue contre l'Union Saint-Gilloise, Malmö contre l'équipe de Glasgow Rangers, Beşiktaş contre l'Ajax d'Amsterdam, l'AS Roma contre Atlético Bilbao, Francfort contre Victoria Pilsen, Olympiakos défie Lyon et Tottenham de Matassar joue contre l'équipe de Karabakh. C'est bien fini. Là, c'est fini. On peut ajouter encore quelques minutes. Hein. Ah, quand même, on est à l'antenne. Hein. Pas de souci. Merci beaucoup, Mme Diagne. C'est avec Boubacar Dian. Bonjour. Bonjour. La prise de parole du président de la République à la tribune de l'ONU, un discours qui fera date selon Le Soleil qui note quelques points évoqués par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je cite, l'unité dans la diversité est la clé pour garantir la paix. Fin de citation. Le président refuse que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères sur la guerre Israël-Gaza. Il appelle à un cessez-le-feu et soutient la solution à 2 États, ce qui fait dire à l'observateur que
Diomaye a dit ses vérités à l'ONU, un discours qualifié de vibrant plaidoyer par l'AS, un plaidoyer pour la paix, précise Enquête. Le président de la République qui déclare dans Libération, je cite, « Aucune nation ne devrait imposer aux autres ses pratiques ou ses valeurs comme des normes universelles ». Fin de citation. Message puissant aux puissances. Selon Bosby Le Jour, pour l'info, le président Faye a dit ses vérités crues à l'ONU. Le journal qui rapporte à sa une des extraits du discours du chef de l'État à la tribune de l'ONU, je cite, « Il faut une réforme urgente des institutions mondiales ». Fin de citation. Les responsables du régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui vont faire face à la presse cet après-midi, c'est pour l'état des lieux de la situation socio-économique du pays. Les détails des ruines, titre l'Observateur qui donne des chiffres, près de 161 milliards de francs CFA perdus chaque année à cause de la fraude et de l'évasion fiscale. Le nombre de pauvres a augmenté de plus de 200 000 individus, un déficit budgétaire chronique et déclaration du PIB non agricole. Selon les Échos, Diomaye et Sonko peignent un tableau sombre au 2 avril et cherchent un peu plus de 18 milliards de francs CFA pour les 5 premières années. La conférence de presse du Premier ministre qui risque d'éclipser la commémoration du naufrage du bateau Joola s'inquiète Walf Quotidien. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui est aussi sur le front politique avec les préparatifs des législatives anticipées. L'heure est aux grandes manœuvres selon Enquête qui ajoute que les partis politiques se lancent dans des alliances inédites et des coalitions stratégiques. L'opposition et les anciens alliés du pouvoir s'unissent pour maximiser leurs chances. APR, UCS, PDS, naissance d'un bloc libéral. Vox Populi parle de tractation chez les opposants pour une intercoalition. Taku Wallu va réunir l'APR, le PDS, Rewmi et autres. Diamak Ndiaye avec nouvelle responsabilité, le Parti socialiste et compagnie, une stratégie qui, selon le journal, vise à rééditer le coup réussi par l'opposition en 2022. Parallèlement, l'opposition veut faire annuler le processus électoral en vue des élections législatives anticipées. L'opposition engage la bataille judiciaire selon Sud Quotidien qui nous informe que l'Alliance pour la transparence des élections, forte de plus de 100 partis, s'attaque au décret portant convocation du corps électoral, celui portant répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental entre autres. Pour les législatives anticipées, l'opposition s'attelle au combat, titre quotidien qui précise qu'elle a déposé des recours auprès de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et de la CEDEAO, ce qui fait dire à Rewmi Quotidien qu'Atel veut freiner le processus. Les journaux s'intéressent également à l'actualité judiciaire et les poursuites contre l'ancien directeur général de la LONASE. Le domicile de Lat Diop perquisitionné, mais rien n'a été trouvé selon les Échos qui ajoutent que l'ancien ministre des Sports sera déféré aujourd'hui devant le parquet financier. L'Observateur renseigne qu'une réquisition a été envoyée aux impôts et sa confrontation avec Mohamed Dieng, DG de 1xBet, est toujours attendue. Dans Source A, les avocats de Lat Diop estiment que leur client est victime d'une détention arbitraire. Birahim Seck qui prévient le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans Tribune. Le coordinateur du Forum civil estime que la trajectoire prise par l'initiative de rédition des comptes n'est pas bonne. En revanche, bonne opération de l'équipe nationale des moins de 20 ans qualifiée pour la prochaine CAN de la catégorie record. Informe que les Lionceaux ont battu hier en demi-finale la Guinée par 2-0. Ils vont affronter en finale du tournoi de l'UFOA Zone A la Sierra Leone. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h, passé de 38 minutes. Merci Boubacar Dieng. Nous allons donc faire le point sur les inondations qui touchent depuis hier plusieurs localités du pays. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre confrère Moussa Cham. Bonjour Moussa. Oui, bonjour Jomaron. C'est Youssouf à l'antenne. Vous êtes journaliste, coordonnateur du cadre de réflexion des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement du Sénégal. Nous sommes également en ligne avec M. Aboubakar Badiane. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal à Keur-Massar, président du collectif Zéro Inondation. On va rester avec vous pour faire le point à Keur-Massar. Vous avez entendu tout à l'heure le reportage de notre correspondante Aminata Ba dans des quartiers comme Kamibas, Pénitence, des quartiers difficiles de Keur-Massar, où quand même il y a eu pour certains quartiers des travaux dans le cadre du projet 2. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, ça persiste? Allô? Je m'appelle Monsieur Pape Boubacar Badiane, donc comme vous l'avez dit, on fait donc au niveau de la ville de Diakhaï Parcelles.
en même temps aussi le président de la commission éducation. Et je suis aussi le vice-coordinateur du collectif de inondation. Actuellement, au moment où je vous parle, même comme ça, je suis en train de patauger dans l'eau. Je devais partir donc à Kamilbat, mais aucun véhicule n'accepte donc de prendre ce tronçon, tellement que toute la voirie est inondée. Je suis obligé comme ça de patauger dans l'eau. Et même dans mon quartier, au niveau des parcs Zasseni, où par exemple l'État avait eu donc à nous faire d'abord un bassin à l'unité 3 et un autre à l'unité 9. Actuellement, où je vous parle, le bassin a atteint donc le niveau sur le sommet. Le bassin est plein, l'eau ne part plus. On a essayé donc d'ouvrir tous les caniveaux pour essayer donc d'évacuer l'eau, mais jusqu'à présent où je vous parle, l'eau est stagnée dans le quartier. Et il y a même des familles qui étaient obligées donc de quitter la maison hier. Pas plus tard que le matin, j'ai vu une famille qui m'a dit que hier, elles n'ont pas passé la nuit à la maison. Tellement que les matelas sont mouillés, inondés et tout. Et c'est pareil dans les parcs Zasseni, comme dans les plans Diakhaï, où hier même une collègue conseillère nous a envoyé une vidéo dans sa maison où par exemple l'eau avait envahi toutes les chambres. Donc cette situation est vraiment infernale et c'est partout comme ça dans le département de Keur. On va revenir à vous. On va d'abord faire le point également dans la banlieue également du côté de Pikine, Guédiawaye, puisque Moussa Thiam, vous êtes également un correspondant de Sud FM dans cette zone de Dakar. Quelle est aujourd'hui la situation dans cette zone? Voilà, Youssou, merci. Donc, ce qu'on peut dire, c'est justement que on avait annoncé, ce sont les fortes précipitations donc qui sont abattues un peu partout dans la banlieue. Ce qu'il faut noter, c'est que justement, d'après les prévisions qu'on a reçues, justement, il s'agit de Guédiawaye. Justement, on a donc enregistré justement 41,7 mm. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de Mbao, on a reçu également 95 mm. Dakar Yoff 40,5 mm, Bambilor 60 mm, mais ce qu'il faut retenir c'est que Mbao également où on a reçu 95 mm. C'est énorme hein, comme en termes donc de pluviométrie. Voilà, c'est justement ce qui a occasionné donc le débordement du Marigot. Voilà, et là la question également du repro village est toujours revenue parce que un réceptacle des eaux qui proviennent donc de Keur Massar. Donc, vous savez que avec le projet 2, on avait prévu donc de faire des bassins tampons justement pour évacuer les eaux, le trop plein d'eau. Moussa Thiam, il y a des coupures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 2 bassins tampons étaient érigés même au niveau donc de la forêt classée de Mbao, mais là c'est justement pour drainer l'eau jusqu'au niveau de Mbao, mais très bien nivelé. Mais à ce niveau, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les fortes précipitations, 95 mm à Mbao également, et les eaux qui proviennent justement de Keur Massar. Et voilà, bonjour les dégâts, c'est la situation qu'on a vécue. Et ce qu'il faut également à ce niveau, c'est que Youssou, ce qu'il faut dire, on a tout le temps dit, c'est la sortie 10, hein, c'est un problème parce qu'on ne peut pas comprendre l'État donc fermer les yeux sur ce point parce que justement à ce niveau on avait c'est donc une propriété privée là, un terrain donc vague de plusieurs hectares pour un propriétaire. Je pense que l'État devrait normalement exproprier ce produit et lui donner donc un autre terrain pour pouvoir quand même régler cette situation parce que tous les eaux qui viennent de beaucoup de localités convergent à ce niveau et là il était même prévu donc de faire un bassin c'est ce qui a donc accentué la situation à ce niveau, surtout au niveau de la sortie 10 et je pense que l'État doit prendre sa responsabilité avec ce promoteur qui a aménagé même si c'est un titre foncier, l'exproprier et lui donner d'autres sites pour pouvoir quand même gérer cette situation parce que je pense que ça c'est le rôle de l'État. Donc c'est un rôle régalien de l'État de venir quand même à bout de cette situation parce que sinon, bonjour toujours les dégâts à ce niveau. On va rappeler ce communiqué d'Eiffage qui annonce à ses clients que le trafic est perturbé dans le sens Dakar vers AIBD suite donc à ces pluies. Et donc, vous l'avez dit, hein, la sortie 10 de Keur Ndiaye Lo qui est impraticable. Et donc, Eiffage qui conseille à ses clients donc, de sortir à Keur Massar, sortie 8, ou Zac Mbao, sortie 9. Justement, on va retourner à Keur Massar avec Pape Aboubakar Badiane. Vous avez parlé des infrastructures qui ont été faites
du côté vous avez parlé de Parcelles Assainies également. Pourquoi, selon vous, le problème persiste? Est-ce que les infrastructures ne sont pas adaptées ou peut-être le problème a été transféré dans d'autres zones? Oui, effectivement. Vous savez, les infrastructures qui ont été faites donc, au niveau donc, des Parcelles Assainies, particulièrement à l'unité 3 et à l'unité 9, étaient destinées pour des mesures d'urgence. Nous, on savait que ce problème, ces infrastructures ne pouvaient pas nous épargner définitivement des inondations. Mais c'était juste, il y a 3 ans, le moment où Macky Sall était venu à Kermassar, la situation était vraiment infernale. En ce moment-là, on voyait même des gens qui utilisaient donc des zodiacs au niveau de l'unité 3 pour donc relier donc les maisons et prendre peut-être les habitants et les faire sortir. Donc le président Macky Sall avait donc noué donc une solution, c'est-à-dire faire une mesure d'urgence. Et il avait donc injecté 15 milliards et poussière. Donc c'est avec ça que les gars avaient fait donc, des bassins au niveau de l'unité 3 à l'unité 9 et les reliant jusqu'à Mbao, jusqu'à la forêt de Mbao. Et je ne dirais pas que ça n'a pas vraiment impacté. Parce que ça a un peu vraiment atténué la situation que les gens vivaient, mais là, ça n'a pas réglé le problème définitivement. Au moment où je vous parle aujourd'hui même, vu qu'on a fait là-bas même des canalisations, des regards et tout, mais tout le quartier et les regards et tout étaient vraiment envahis par les eaux. Tout le quartier inondé. Ça veut dire que donc, ces bassins ne règlent pas vraiment définitivement le problème des inondations au niveau de Massa. C'était juste une mesure d'urgence pour essayer d'atténuer la situation. Et moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, je crois qu'on va inviter vraiment l'État, vu qu'on a un nouveau régime, qui sont vraiment conscients de la situation que les gens vivent par rapport à l'inondation. Donc nous les invitons vraiment à s'accentuer surtout sur comment faire pour vraiment faire d'autres, utiliser des moyens plus adéquats pour régler le problème définitivement des inondations au niveau donc de Dakar. Je ne dirais pas seulement à Kermassar, mais à Dakar. Alors, Moussa Thiam, vous travaillez sur ces questions d'eau et assainissement. En 2012, un plan décennal a été lancé, 2012-2022, avec plusieurs phases. Une phase d'urgence de 66 milliards de francs CFA. Et sur le court terme, 450 milliards de francs CFA. Sur le long terme, 250 milliards de francs CFA. Vous qui vivez dans la banlieue dakaroise, en tant qu'observateur, est-ce que ça a été efficace plus de 10 ans après? Ça a permis d'améliorer quand même la situation des inondations? D'une part, oui, parce que ce qu'il faut noter est que quand on évoque les 467 milliards, c'est justement donc pour la prise en compte donc du programme relogement, donc canalisation et tout ça. Vous savez que donc la question du financement donc de l'assainissement pose problème parce que c'est de l'argent qu'on met sous terre et là justement c'est difficile d'évaluer. Mais ce qu'il faut retenir c'est que ça a un peu impacté. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut également renforcer tout ce qui a été fait parce que le plan décennal, c'est vrai, donc ça a été évalué l'année dernière et justement avant de lancer également en phase 2, mais justement le plan décennal a été justement avec ce nouveau régime, on changé de dénomination. On va voir ce que cela va donner, mais ce qu'il faut retenir, ce sont même les techniciens qui ont travaillé et ce sont des techniciens à qui donc on peut faire confiance, mais avec l'appui également des connaissances empiriques des populations. Parce qu'on ne peut pas gérer la question des inondations également, ça impliquer les populations. Et je pense que là, on l'a toujours dit, parce que les populations connaissent déjà la situation géographique de la localité pour voir qu'est-ce qu'il faut drainer, qu'est-ce qu'il faut pas, donc quel est le bassin versant de tel, donc quelle est donc la zone réceptacle ou bien l'exutoire de tel, pour pouvoir quand même aider les techniciens à recevoir. Parce que beaucoup de choses ont été faites, mais quand même qui n'ont pas été bien calculées, ce qui donc obstrue des fois la bonne circulation de l'eau. Et souvent, ce sont ce gros ouvrages qu'on est en train de faire, comme des routes construites, des trucs comme ça, qui sont donc à l'origine de cette situation. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les milliards qui ont été injectés donc sur ce grand projet ont impacté donc les populations, mais ça reste toujours à faire, parce qu'aussi, comme l'a dit le monsieur de Kermassar, c'était une phase d'urgence il y a quelques années, mais la phase d'urgence donc a été accompagnée également par le projet, et le projet on était justement récemment on était en train de voir comment donc exécuter l'autre phase pour pouvoir quand même régler définitivement mais il faut quand même qu'on accélère, parce que aussi l'assainissement ça n'attend pas, c'est le cadre de vie
donc les populations ont besoin donc de vivre dans le sec, et là c'est très important avec cette situation qui continue de pleuvoir et le ciel est toujours menaçant. Je pense que ça va si le seul système qu'on peut utiliser, ou bien la seule solution pour le moment, c'est le pompage, et le pompage ne règle pas définitivement la solution. Justement, on va terminer avec Pape Aboubacar Badiane, conseiller municipal à Keur Massar. Justement, qu'est-ce que la mairie est en train de faire à l'instant pour soulager les populations? Est-ce qu'il y a déjà une aide de l'État pour un peu évacuer les eaux? Bon, pour parler franchement, depuis hier, je ne me suis pas rendu donc à la mairie, donc je ne pourrais pas donc me prononcer là-dessus, et je ne pourrais pas dire donc une contre-vérité. En tout cas, d'habitude, chaque année, la mairie donc emploie des mesures idoines pour venir en aide à la population, selon ses moyens. Je précise bien, selon ses moyens. La mairie n'a jamais laissé donc les populations donc rester dans les eaux, même peut-être sinon on ne peut pas donc gérer ça comme ils le veulent, parce que souvent les gens, quand la personne est donc dans des situations vraiment difficiles, la seule chose qu'elle va voir, c'est qu'on lui enlève toutes les eaux qui sont étagnées dans son quartier. Peut-être la mairie essaye avec ses moyens acheter des motopompes et mettre ça dans chaque coin donc du quartier, et les quartiers sont souvent ciblés selon donc les situations donc les plus impactées. Ok. Maintenant, allez-y, oui. Nous allons inviter peut-être l'État à utiliser des moyens comme d'habitude. Par exemple, pourquoi pas le plan Orsec et envoyer par exemple les sapeurs-pompiers comme d'habitude, amener des motopompes pour secourir la population. Parce que pas plus tard que le matin, les gens ont été donc me demander, mais il faut qu'on nous envoie des motopompes. Et je sais que peut-être les seuls qui ont peut-être les moyens adéquats pour venir au secours à la population, c'est l'État du Sénégal. Et je demande donc, si le ministre nous entend, qu'il envoie donc vraiment des sapeurs-pompiers et des motopompes, assez des motopompes pour venir à la population de Keur Massar. Parce que là, c'est vraiment difficile en ce moment. Merci beaucoup et bon courage à vous. Je rappelle que c'était Pape Aboubacar Badiane, conseiller municipal à Keur Massar, qui est également vice-coordonnateur du collectif Zéro Inondation. Nous étions également avec Moussa Thiam, notre confrère coordonnateur du cadre de réflexion des journalistes sur l'hygiène, l'eau, l'assainissement du Sénégal. Merci à vous, merci également à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Ce journal, c'est la fin, et il a été mis en onde par Ali Ouba au digital.